Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. J'ai l'argent maintenant. Alors on est parti sur le mannequinat, c'est du trafic d'humains, le témoignage choc de Mara Lafontaine, ex-top modèle de la chaîne Melchi. On est parti les gars. Le casting va arriver, toutes les filles bien alignées. Non, pas elle, trop grosse. Oh, elle est trop grande. Mais elle est naine. Oh, mais elle est comme ça. Oh, une noire, on la prend. Hop, c'est bon. Puis après, la prochaine, c'est non, on a déjà une noire. C'est un monde à part. Bonjour, je m'appelle Mara Lafontaine, j'ai 26 ans. J'ai été mannequin pendant 8 ans et maintenant je suis créatrice de contenu. Petite, j'ai toujours eu un blog, tu sais, à l'époque de Skyrock et tout. J'étais déjà là, j'étais déjà en place. Et je me prenais beaucoup en photo. Ces photos-là ont été vues par des photographes à Bordeaux où j'habitais pour faire mes études. Du coup, ils m'ont proposé de faire des photos avec eux qui étaient un peu plus pro. Et puis, ces photos-là ont été vues par des agences locales. Et de fil en aiguille, ça a commencé comme ça. Mais à la base, je payais juste mes études avec le mannequinat. Mon tout premier job, c'était un défilé pour une marque de cheveux et ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Ce jour-là, en arrivant donc au boulot, on me demande de me relaver les cheveux parce qu'ils ont jugé qu'ils n'étaient pas assez propres. Ils m'ont fait me laver les cheveux avec du liquide vaisselle. Premier job, j'étais payée 72 €. Et j'aurais dû me dire, tiens, ça pue. Je me souviens, ces coiffeurs-là, on m'avait dit oh, tu vas voir, ils sont pas sympas. Et en fait, on leur dressait un portrait d'un peu de tyran de la mode. Et ça, c'est revenu très souvent. Des photographes pas sympas, qui te ridiculisent, des agences dures. Et à chaque fois, en fait, ça rentre dans un espèce de conscient collectif où on sait qu'il y a des gens cruels qui bossent dans ce milieu et c'est normal. Et donc moi, je commence le mannequinat en me disant « Oh, ces gens-là sont méchants et limite, il faut que je sois hyper gentille pour qu'ils me laissent tranquille. » Donc c'est là que le contrôle psychologique commence, c'est-à-dire qu'il faut impérativement que je leur plaise pour travailler. Quand j'allais à Paris, j'allais dans des appartements de mannequins. C'est une espèce de dortoir. T'es forcément obligé de plaire, au bout d'un moment t'es mannequin. Donc en fait tu dois plaire à la caméra, tu dois plaire sur les photos et bien sûr tu dois plaire à tout le monde comme un salarié devrait plaire à son patron. Donc encore une fois, c'est pas quelque chose qui est caractéristique principalement du mannequinat. Maintenant c'est juste que oui, tu travailles avec ton physique et oui, tu dois du coup plaire. Donc si tu ne voulais pas de cela, ne sois pas mannequin. C'est aussi simple que ça. Donc bon, la victimisation comme ça de balles, ça commence à bien faire. Coûte 800 € par mois et on est 10 dans l'appartement. C'est surtout là en fait que j'ai vu les habitudes alimentaires des autres filles. C'est que moi je mangeais, les filles qui étaient nettement plus maigres que moi, ce à quoi on m'invitait à ressembler, elles ne mangeaient pas, elles ne buvaient que des cafés au lait. C'est-à-dire que le matin c'était un café au lait, le midi t'as un petit coup de pompe, donc un café, avec un peu de sucre ça passe. Et le soir, un coca ou un thé, avec un peu de sucre quand même, parce que tu sens bien qu'il faut nourrir la machine. Et donc je me suis dit, moi je me voyais manger énormément, je me suis dit, mais attends, en fait, ouais, le problème il est là. C'est que les filles, en fait, qui sont toutes maigres, qui font un 32, c'est qu'elles mangent pas. Honnêtement, je le voyais pas comme une carrière. À cette époque, je testais, j'avais mes études à côté, c'était pas un plan de devenir mannequin à temps plein. Je voyais des choses, j'enregistrais, mais j'avais pas la vision du futur. Pour moi, c'était, voilà, limite c'est pas mon monde. Je rencontre un mec à Bordeaux qui devient mon copain et qui me dit, donc au bout de 2 mois de relation, ah au fait, je pars en Australie. Et je lui dis, il fait chier lui, on vient de se rencontrer. Bon je viens. Et donc je pars en Australie et je me dis, bon là-bas, je compte bosser dans des cafés pour vivre, mais pourquoi pas toquer à la porte d'une agence, on sait jamais. Ce que je fais, ils me prennent tout de suite et je me mets à travailler tous les jours. C'est devenu mon boulot à plein temps et c'est parti mais de folie. Parce que là-bas, on donne... Ouais, ok. Ah, toujours des pubs. Hein.
aux filles. En France, déjà, j'ai toujours été considérée comme plus large que les autres filles. On me demandait de perdre du poids. J'étais trop commerciale. Ça, c'est des termes qu'on entend beaucoup dans le milieu. C'est-à-dire que j'ai pas cette gueule un peu androgyne. Vraiment, je parle de gueule parce qu'ils aiment bien ça dans la mode. Et moi, j'étais juste commerciale. J'étais jolie. Ça marchait pas trop. Je vais en Australie et en fait, ces gens-là ne me connaissent pas. Eux, ils ont leur marché qui était quand même un petit peu plus poussé. Et ils me disent, bon, bah, on la voit telle qu'elle est. Vas-y, on la lance sur tel et tel casting, on verra. Et en fait, comme ils m'ont donné ma chance, ça a pris et ça ne s'est jamais arrêté. C'était vraiment, je crois, la meilleure année de ma vie parce que j'ai jamais eu de considération sur mon poids, on m'a jamais invité à maigrir. C'était juste, je travaillais. Et quand je suis rentrée, c'était la catastrophe. Quand je suis revenue, alors là, j'avais des propositions d'agence, en veux-tu, en voilà, ils voulaient tous me prendre. Et donc, j'ai signé avec un agent. Et c'est là qu'en fait, maintenant, c'était devenu mon métier. Toutes les petites graines qui étaient plantées ont germé à ce moment-là. Je me suis dit, bon, bah, là, on change complètement de façon de faire, on maigrit. Puis là, c'était l'enchaînement, quoi. C'est que de Paris, on m'a envoyé à Milan faire les castings de Fashion Week. Les photographes complètement tarée, j'ai échappé au viol plusieurs fois, j'ai eu des agressions sexuelles, enfin c'était devenu en fait un rapport vraiment de dominant-dominé, c'est-à-dire que mon agence me disait quelque chose, je me souviens, il m'envoyait tous les jours des mails comme quoi j'étais trop poilue. Une fois je me souviens, une allergie. Et à cette époque, je reçois un mail très méchant de mon agence qui me dit il faut, en gros, qu'est-ce que tu fais ça va pas du tout, ta peau ça va pas, en plus t'as trop de poils, donc tu vas passer au laser, tu reviens quand t'as la peau impeccable, on veut que tu rentres dans un 34, on veut ci, on veut ça. Mais tout dans un mail rédigé, en copie avec toute l'agence, en mode on t'appelle au bureau et tout ce que tu es, ça ne va pas. Même moi qui étais censée être privilégiée, je subissais quand même des violences inouïes. C'est-à-dire, à un casting, le directeur de casting va arriver, toutes les filles bien alignées, avec leur petit book, vraiment. Je comprends pas, elle est en train de se plaindre de quoi, là? Le monde du mannequinat, soyons tout à fait honnêtes, vous êtes simplement de la chair animale. On vous dispose là, comme du bétail, et on va sélectionner la meilleure. Et vous êtes jugé sur votre physique, constamment. Ben, c'est un peu le principe même de votre métier, non? C'est devoir être parfaite, sans faute. Devoir paraître jolie à la caméra. Être traité comme du bétail. Alors oui, forcément, ça donnera lieu par moments à des tentatives d'agression, des tentatives d'oppression, de domination sur vous. Parce qu'à proprement parler, vous êtes vraiment, mais à 100% comme du bétail pour eux. Vous êtes du bétail. On vous façonne à l'image qu'on veut. On vous impose ce que vous devez manger. On vous dit ce que vous devez faire à chaque instant de votre journée. On vous appelle pour vous prendre en photo, on vous renvoie chez vous, on vous prend, on vous poupoune, Vous êtes techniquement comme du bétail. Alors forcément, si on comprend un peu le fond de tout cela, les agressions sexuelles, les oppressions, ce genre de choses, tout s'explique. Alors je ne dis pas que c'est justifié. Je ne dis pas que je cautionne cela. Je dis simplement que psychologiquement, ça a une explication et que franchement, tu t'en doutais. Alors, comme je le dis souvent, il y a des avantages et des inconvénients à toute chose dans ce monde. L'avantage d'être mannequin, c'est que, écoute, tu fais la couverture des magazines, tu portes les marques que tu aurais toujours voulu porter étant jeune, tu voyages à travers le monde, plein de choses comme cela, mais il y a aussi des inconvénients. Inconvénients, tu ne deviens qu'un bout de viande, mis à la disposition d'une industrie qui va t'oppresser, te dicter, t'imposer les choses. Les inconvénients, tout simplement. On est reparti. Le bétail, hein, on est en ligne comme ça, on parle pas, on a les cheveux bien lisses, non pas bien. elle, trop grosse. Elle a utilisé le mot bétail, c'est bien, elle est consciente. Les hanches, j'aime pas. Oh, elle, son nez, il est bizarre. T'as le petit assistant, ah non, mais c'est pas beau, c'est vrai que nanana. Et la fille est là, elle peut rien dire. Ou alors, oh, elle est trop grande. Mais elle est naine. Oh, mais elle est comme ça. Elle, tu sais quoi, elle me fait penser à la fille qu'on n'aimait pas, là, la dernière fois.
mais devant ta tête. Oh, une noire, on la prend, hop, c'est bon. Puis après, la prochaine, c'est non, on a déjà une noire. C'est un monde à part. Pour moi, c'était le début d'une descente aux enfers parce que je voulais tellement être parfaite, je voulais tellement plaire à des gens qui sont impossibles à satisfaire. Parce que c'est ça, en fait, le fond de l'histoire, c'est qu'ils ne seront jamais contents. Après, moi, j'ai quand même de la chance. J'ai toujours eu des amis qui sont restés très proches, avec qui je suis restée en contact, qui sont jamais partis bien loin. Et j'ai eu mon père qui surveillait beaucoup. Ce n'est qu'un contact digital, en tout cas à l'époque. Et le contact de la vraie vie, c'est des gens complètement fous. Hein. Il y a très peu de réelles amitiés aussi dans... Il y en a, hein, je ne veux pas être négative à ce point, il y en a, mais c'est rare. Mais la question qu'il faudrait lui poser, déjà, j'en ai marre qu'il pose des questions de merde, là. C'est pourquoi être resté dans cette industrie? Parce qu'au début, elle prétendait qu'elle aurait dû s'en douter avec l'histoire du liquide vaisselle. Oui, ok, bon, c'est bien beau. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à rester dans cette industrie en voyant quand même toute l'oppression, toutes les choses qu'on te faisait subir? Qu'est-ce qui t'a poussé à rester là-dedans? Parce que c'est bien beau de venir se plaindre comme ça en interview, mais on ne t'a pas forcé. Enfin, depuis le début, de par son discours, je n'ai vu aucune volonté de la part de cette industrie de lui imposer les choses, de lui mettre un couteau sous la gorge et de lui dire « tu dois absolument le faire ». À aucun moment. Donc pourquoi? L'argent, la notoriété, peut-être ce désir de vouloir plaire. Plaire à qui? Aux hommes? Je ne sais pas. Il y a forcément une explication quelque part. Attends, il faudra lui poser la question. C'est quand même un monde très compétitif. À un moment, je sortais beaucoup avec une fille qui, en fait, ne m'amenait que dans des soirées promoteurs. Donc, soirées promoteurs, on est invité en boîte. Il y a des bouteilles gratuites, il y a de la drogue. Il faut qu'on reste autour de cette table. Et en fait, le promoteur, donc c'est une personne qui travaille dans l'événementiel, en fait, et qui est payée pour ramener des filles, de préférence, dans la boîte de nuit. On est mannequin. C'est évidemment un critère marketing aussi pour la boîte, parce que si dans cette boîte, on sait qu'il y a des mannequins, il y aura plus d'hommes qui vont venir, qui vont dépenser, etc., etc. Donc nous, en fait, on sert d'appât. Et j'ai vu des filles je ne mens pas, j'ai vu des filles de 16 ans repartir avec des hommes de 40 ans. Et d'ailleurs, ces soirées promoteurs, elles servent beaucoup aussi aux filles pour rembourser leurs dettes. Parce qu'elles sont payées, parce qu'on leur offre des trucs, parce que parfois ça leur permet juste de manger. Parce qu'elles ne travaillent pas assez, en France par exemple, pour payer le loyer de 800 €, les frais de la vie, les frais d'agence, tout ça. Donc elles ne travaillent pas assez, donc elles vont dans les soirées promoteurs. C'est plus du mannequinat, malheureusement, c'est un autre nom. Pas de la prostitution, mais en tout cas ça ressemble à de l'escorting. Et ça, on ne le dit pas, mais beaucoup de filles, mannequins, deviennent escortes. Donc après tout ça... Et pourtant, tu continues à aller à ces soirées. En fait, au bout d'un moment, là, on doit être à 5 ans d'activité. Et d'ailleurs, vous voyez, ce côté bétail dans les boîtes de nuit, on l'avait soulevé dans un live, hein, on en parlait, c'était avec la vidéo. Vous savez, c'était l'épisode de Sous-Culture, vous savez, avec les 5 filles qui parlaient un peu d'argent, de la perception des femmes, etc. Et je soulignais justement cela, c'est qu'en boîte de nuit, vous pensez que votre utilité, c'est quoi lorsqu'on vous fait rentrer dans un carré VIP? Ben, c'est servir de viande pour les VIP. C'est aussi simple que ça, et c'est le problème qu'elle est en train d'exposer. Donc c'est intéressant. Mais maintenant, j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce que... Enfin, c'est bien beau de poser des questions, mais s'il vous plaît, posez-lui simplement la question. Pourquoi est-ce qu'elle a accepté de subir tout cela? Pourquoi est-ce qu'elle a accepté de suivre son ami et aller dans les boîtes et être traitée comme du bétail? Pourquoi a-t-elle accepté de continuer à faire du mannequinat en sachant éperdument le traitement qu'on lui donnait? Pourquoi? J'aimerais bien savoir le pourquoi. C'est beaucoup plus intéressant que simplement l'entendre raconter des faits connus de tous. On est au courant que le mannequinat fonctionne comme ça fait des années. On est au courant que dans les boîtes de nuit, des petits de 16 ans, 17, 18 ans, peu importe l'âge, lui, ils repartent avec des hommes riches, blablabla. Bla, bla, bla. On est au courant de tout cela. Mais la question que j'aimerais lui poser, c'est pourquoi as-tu accepté tout cela? L'argent, j'imagine qu'elle répondra non, mais dans ce cas-là, parce que bon, c'est contre-éthique hein, de répondre l'argent. Donc j'aimerais bien entendre sa réponse. Ça pourrait être super intéressant. Mais encore une fois, on ne pose pas les bonnes questions. C'est incroyable. Si on pouvait m'appeler dans chacune des interviews, croyez-moi, les interviews deviendraient croustillantes parce qu'il y aurait des pleurs et il y aurait des femmes qui quitteraient l'interview en plein milieu de celle-ci. Ça serait super intéressant, mais encore une fois, j'y suis pas. C'est pas grave.
Je commence à comprendre ce qui se passe et ça commence à m'énerver. Je me rends compte de plus en plus de choses, je me rends compte que ce monde-là ne me plaît pas, je ne supporte plus qu'on me mesure. Puis un jour, je me dis, faut que je reprenne mon pouvoir. Je veux plus jamais shooter dehors en hiver, en maillot de bain. Je veux plus qu'on m'interdise de m'asseoir pendant un shooting parce que ça va faire des plis sur la robe. Je n'ai pas le droit de boire. Traduction, j'ai mis assez d'argent de côté maintenant pour faire une reconversion professionnelle. Voilà. Traduction, j'ai bien gagné ma vie, j'ai bien profité. Maintenant, allez, on va s'orienter vers autre chose. Voilà, traduction, hein, c'est beaucoup plus rapide comme ça. Si la maquilleuse m'a fait les lèvres, si je bois, elle m'engueule. Un shooting normal, t'es en studio et puis tu peux avoir quelqu'un qui te met une chaussure, quelqu'un qui te passe la main sous la jupe pour tirer le t-shirt sans demander, quelqu'un qui te remet la chemise, un sein, un cache-téton. Tout ça en même temps, pendant qu'il y a quelqu'un qui te refait les cheveux, pendant qu'il y a quelqu'un qui te refait le rouge à lèvres, pendant qu'il y a quelqu'un qui te dit on va shooter tel look, et dépêche-toi, et truc et machin. Et à un moment, en fait, c'est une telle surstimulation que tu court-circuites. Petit burn-out, léger, et puis en fait, l'influence, c'est vraiment ce qui m'a permis de reprendre mon pouvoir. Je vais me lancer sur Insta. Et quand je dis me lancer sur Insta, à l'époque, je vais travailler mon Insta, je vais organiser mes shootings, et puis pareil, encore un coup de chance, on me dit, c'est une agence d'influence du coup qui me contacte et qui me dit, nous on veut bien te représenter pour que tu fasses des photos sur Insta et puis en fait tu seras payé parce que tu feras des placements de produits et tout. Ça commence doucement comme ça et puis en fait je me rends compte que le mannequinat c'est fini. Ce qu'il faudrait changer dans ce milieu selon moi, c'est avant tout le soutien psychologique des filles. C'est bien ce que je dis. Elle a donc trouvé une autre source de revenus. C'est la seule raison qui l'a poussée à arrêter le mannequinat. C'est qu'elle a trouvé une nouvelle source de revenus, Instagram, influenceuse et partenariat beaucoup plus correct, éthiquement parlant. Voilà, c'est la seule raison. Base, pour moi, il n'y a pas de psychologue dans les agences parce que ton agent est censé être ton grand copain, mais non, c'est ton employeur, mais il se positionne beaucoup sur cette petite frontière amitié. On est amis, toi et moi, mais oui, tu vas accepter ce job sous-payé à l'autre bout de la terre, tu vas le faire, on est potes. Mais lui, il a ça comme, toi, tu souffres. Donc, c'est pas un ami, on peut pas se confier. Parfois, on se confie, puis après, on se rend compte que ce qu'on a dit ressort dans les leviers de manipulation, les arguments pour aller te faire travailler. Qu'on arrête les mensurations, qu'il y a un suivi psychologique, qu'il y a un suivi fiscal des filles, parce que... Qu'on arrête les mensurations ? Nombreuses sont celles qui sont en illégalité totale sans le savoir. Ça va leur retomber dessus. Donc voilà, c'est qu'on arrête de voir le mannequinat comme un vaste trafic de femmes et d'hommes, d'humains, quoi. C'est vraiment un trafic d'humains. Oui, bah, forcément, oui. Voilà. À partir du moment où tu réunis 20 femmes dans une salle et tu en dis, bon, ben, on va juger votre beauté, juger votre physique et on va en sélectionner une. T'appelles ça comme tu veux, ben, ça restera quoi qu'il arrive du trafic d'êtres humains. Alors on peut mettre des mots plus jolis sur ça, mais ça restera quoi qu'il arrive le même principe et ça ne changera pas.